Sénèque tout fatal. Laurent. Bonjour, Qui est oui. Laurent? Qui est Laurent euh, Qui est Laurent? Un garçon né dans les années 70, donc je suis né en 67, à Quimper, où je n'ai jamais vécu. Jusqu'où je vais sur la description de Laurent, parce que ça peut aller loin en fait. Donc quelques années à Paris, ensuite mes parents ont déménagé à Nice, puisque mon père travaillait, trouvait du travail à Nice, donc du coup on est parti à Nice, j'avais 7 ans, et voilà, j'ai grandi à Nice, donc pendant plusieurs années on a parlé de Laurent Héroux, auteur niçois, avant de parler de Laurent Héroux, auteur homosexuel, puis ensuite Laurent Héroux, auteur berrichon, parce que j'ai habité dans le Cher. Et aujourd'hui, bientôt, j'espère qu'on dira Laurent Héroux, auteur bruxellois, ce sera juste merveilleux. D'accord. Revenons en arrière au tout jeune Laurent. Qu'est-ce qu'il a dans ça? Il a déjà une bibliothèque, le jeune Laurent, quand il a 10, 15 ans, 20 ans? Je lisais pas mal de choses. Alors j'avais, oui, 10-15 ans. Ah oui, 10-15 ans, j'avais vraiment pas mal de trucs et tout ça. Mais c'était 10-15 ans, qu'est-ce que je lisais? En fait, c'est quand même un grand espace, parce que tu sais, on est quand même passé de la bibliothèque rose à la bibliothèque verte. Je pense qu'en Belgique, vous l'aviez aussi, en fait, ces collections. Il y avait la rouge et or, moi, que j'aimais beaucoup, parce que du coup, je lisais beaucoup quand j'étais enfant. J'étais très fan d'un auteur que j'ai appris être belge, je ne savais pas en fait à l'époque, où je m'en souvenais plus, qui s'appelait Philippe Ebli, je ne sais pas si ça te dit quelque chose en fait, qui avait une collection dans la bibliothèque verte et qui s'appelait Les Conquérants de l'Impossible, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était 3 personnages à qui il arrivait plein de choses, donc un jeune homme, un péruvien et un lord du Moyen-Âge qui avait été conservé dans la glace et qui sortait de la glace et qui se retrouvait. Donc ces 3, c'était un petit peu un club des 5 à 3 garçons et à qui il arrivait des aventures un peu sensationnelles. Et ce sont des recommandations des parents, ou bien d'un enseignant, ou bien une curiosité? Non, j'étais curieux. J'aimais beaucoup non, j'aimais bien les bouquins. Je pense que j'avais déjà un côté obsessionnel, j'aimais bien collectionner en fait, c'est-à-dire que quand j'aimais un truc, j'aimais bien avoir la série en fait. C'était déjà Ah oui. Ouais, une sorte de caractère obsessionnel. Je connais aussi. Oui, je vois. Oui, d'accord. Et voilà. Et Philippe Ebli, je pense que je fais ce petit arrêt sur Philippe Ebli, c'est intéressant parce que je lui ai écrit une lettre, j'avais 11 ans je crois en fait, et en disant que j'étais super touché par les livres, et en particulier il y avait un qui s'appelait La ville qui n'existait pas. Il y avait des choses qui me touchaient beaucoup dans ce livre, et donc j'avais écrit un courrier que j'avais envoyé à l'éditeur qui avait fait suivre donc, en Belgique. Je ne me souviens plus où est-ce qu'il habitait cet homme, et j'ai reçu une lettre en retour. Et donc mon premier échange avec un auteur, j'avais 11-12 ans, et avec vraiment un gars qui m'a expliqué que le Serge en question, son personnage principal était quelqu'un était le fils d'un de ses amis, qu'il avait rencontré le Péruvien lors d'un voyage, et que le troisième était inspiré par un autre. Donc du coup j'ai eu très vite aussi ce contact avec comment est-ce qu'on construit la fiction à un âge où je me voyais pas, je me rêvais pas du tout écrivain, ou je n'y pensais pas du tout. Enfin, en tout cas, non, je pense pas que j'y pensais à ce moment-là. Voilà. Bon, j'ai encore dévié, donc j'ai pas répondu à ta question sur la bibliothèque du jeune Laurent Héroux. Mais le jeune Laurent Héroux, il lisait beaucoup de comics aussi. J'étais très fan des X-Men. D'accord. Que je lisais en anglais, parce que j'allais pas mal en Angleterre, et du coup je ramenais en fait des comics en anglais. Et voilà, donc j'étais vraiment entre de la science-fiction, parce que j'aimais bien ça. C'est à cette époque-là que j'ai lu pas mal d'Asimov, pas mal de Dune, enfin le fameux Frank Herbert en fait, toute la série, toute la saga Dune, c'était à 15 ans, 15-16 ans, et j'étais vraiment super fan de tout ça, quoi, en fait, ça, et puis donc les BD, et donc, ouais, oui, il y avait ça, et Agatha Christie aussi, que j'ai découvert grâce à ma grand-mère bretonne qui m'a offert toute la collection pour mes 16 ans, et donc j'avais tous les... Il y a déjà des petits billets qui naissent à ce moment-là, des petits papiers que tu remplis, que tu noircis? Pas encore, non, je crois pas. Je crois que j'ai commencé à écrire de la poésie. Ah, tu as démarré par la poésie? Ouais, mais je peux pas dire que j'ai démarré par, parce que c'était vraiment des espèces de petites historiettes, et je crois que j'avais été très marqué par les calligrammes d'Apollinaire, et ça me plaisait vraiment beaucoup l'idée que le texte pouvait avoir une forme différente en fait, et donc j'avais commencé à écrire
j'aimais bien aussi que la poésie ne rime pas, parce que j'aimais pas beaucoup le côté un peu systématique de la poésie classique qui me plaisait pas. Mais donc du coup j'avais une sorte en tout cas j'avais une propension vers quelque chose qui devait se différencier du roman classique, de la poésie classique, et en même temps qui devait avoir une forme un peu originale. En fait, j'avais envie que ça dise quelque chose autrement. Et donc ça a été ces premiers textes, je pense, ça a été ça. Puis parallèlement, j'écrivais un... Oui, c'est marrant. C'est vrai que j'ai commencé à écrire un roman aussi, avec... où les personnages principaux étaient le groupe. Mais là, j'étais en seconde, donc du coup, j'avais 15 ans. Parce que j'ai 15, 16, 17, j'ai mon bac à 17 ans. Abouti ou inabouti Non, inabouti. Mais avec plein de choses. Et puis ça partait dans plein de sens, parce que là aussi, j'étais un peu partagé entre une veine... je peux pas appeler ça d'autofiction, parce qu'à l'époque, vraiment, on parlait pas du tout de ça, mais c'est simplement le fait de mettre mon quotidien, l'école, mes amis comme personnages principaux, et moi aussi. En l'occurrence, moi j'avais doublé mon personnage, puisque déjà j'avais une petite dichotomie personnelle, et donc j'avais besoin qu'il y ait une fille qui n'existait pas dans ce groupe. Et donc tous mes amis me disaient mais c'est qui Audrey? Je disais bah, c'est une fille que j'ai inventée pour... Et en fait c'était moi en double, quoi. Et donc il y avait cette idée-là, et en parallèle, il fallait que ça aille vers quelque chose d'un peu fantastique. Donc c'était vraiment à la fois quelque chose de quotidien sur le lycée, sur qui est amoureux de qui, etc. et tout ça. Et en parallèle, je voulais un peu pousser vers le fantastique, et du coup, je suis plutôt allé vers la BD à ce moment-là. Et donc, j'ai emmené mes personnages vers la bande dessinée. Mais là aussi, j'ai pas abouti vers ça. Enfin, c'est une époque assez logique où on foisonne, où on cherche des formes et tout ça. Donc, j'ai eu pas mal de recherches. Tu fréquentes des groupes de lecteurs ou des groupes d'écrits Aujourd'hui? Non, à cette époque-là. Non. Non, pas encore de groupe. Non, parce que c'est une époque aussi où la lecture est des aussi... groupes ou des cercles littéraires. Oui, je vois. Non, parce que je te dis, je pense que vraiment par rapport au fait que la lecture c'est quand même c'est le boulot, quoi. Enfin, c'est le lycée, c'est le collège, c'est donc du travail obligatoire, c'est des lectures obligatoires, donc au-delà de ça, non, je pense pas qu'on en parlait beaucoup. Le seul truc qui pourrait rapprocher ça et qui était assez amusant, c'est qu'en seconde, qui est une classe importante pour moi, parce que c'est là où j'ai vraiment rencontré des gens qui sont toujours très importants dans ma vie, on avait un groupe et on faisait circuler un cahier dans cette classe, en fait, où on se parlait. Et donc il y en avait certains qui écrivaient de la poésie, certains qui faisaient des déclarations d'amitié, d'amour, ou de déception, de frustration, etc. Et en fait, ce cahier tournait. Pendant des cours, on était une bonne classe, on était plutôt des bons élèves, mais c'était marrant parce qu'on était donc tous très très motivés sur le bac, qu'est-ce qu'on allait faire plus tard, etc. Et en parallèle, on avait cette espèce d'activité underground qui était fais passer le cahier parce que j'ai un truc à dire à un tel, mais d'un coup on passait par l'écrit pour le dire. Et donc après, forcément ça a fait naître plein de situations assez Et ce cahier était, je vais dire, surveillé par un maître qui développait ce qui avait été écrit? Non, il n'y a personne. Il n'y a pas de travail dessus. Non, je crois que je sais qui l'a gardé, par contre. Ou qui les a gardés, parce que je crois qu'il y en a eu deux, en fait. Enfin, une de mes amies qui vit toujours à Nice, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une première courte période. Oui, ce qui est assez étrange, c'est que j'ai aucune idée de ce que moi je pouvais écrire dedans. Je me souviens pas du tout d'avoir... alors poésie, non, sûrement pas. Mais sans doute des réactions, et c'était marrant, c'était un peu notre Facebook de l'époque, hein, quand on y pense, puisqu'il y avait action et réaction, quelqu'un disait quelque chose et puis les autres réagissaient, voilà. Et après on en parlait aussi, donc c'est ça qui est... Mais on parlait peut-être pas du contenu sur un plan littéraire, mais plutôt de ce qu'on s'était dit, et de l'échange d'émotions, voilà, exactement. Voilà, ouais, c'est marrant ça, c'est drôle de repenser à ça, ouais, c'est chouette. Oui. Ouais, c'est des jolis moments. Et puis des moments tristes, et puis des moments d'amour aussi. Et puis, oui, des moments d'amour aussi. Les filles étaient amoureuses d'un garçon qui s'appelait Marc, et dont j'étais amoureux moi aussi. Et Marc a eu un cancer à 17 ans. Et donc ça a été aussi une découverte douloureuse, en fait, de qu'est-ce qu'on pouvait se dire, ou qu'est-ce qu'on pouvait... comment est-ce qu'on pouvait vivre en même temps qu'on
qu'on se battait pour avoir les meilleures notes, pour avoir le bac, pour avoir une mention, pour continuer à faire des études, pour que Marc ait ça aussi, ce qu'il a eu, hein, parce que malgré tout, tout en passant sa chimio, en étant opéré 3 fois dans l'année, il a eu, je crois, une mention très bien au bac et tout ça. C'est un garçon brillant, il est toujours vivant. Et c'est... Oui, c'était des... Enfin, bizarrement, c'est des grosses émotions. Voilà, et ça forge l'individu aussi. Oui, sans doute. Sans qu'on s'en rende compte, hein, je pense, à cette époque-là. On traverse ça de façon un peu... Mais on se dit, tiens, par après, j'ai connu, je sais ce que c'est. Oui. Donc, si ça se représente à nouveau, oui. je sais comment le groupe, comment moi-même je peux évoluer autour de ce... Je pense pas qu'on se le dit, mais c'est au moment où ça se reproduit que, étrangement, le lien se fait avec ce qu'on a vécu à un âge où on n'était pas du tout préparé à vivre ça, quoi, en fait. Voilà. Et où les parents aidaient pas. Enfin, moi, mes parents étaient à l'ouest sur ces trucs-là, quoi, en fait. Enfin, à l'ouest... Enfin, c'est leur vie, ils ont perdu des gens aussi, mais je sais que par rapport à mon émotion à moi et la façon dont je la gérais, qui était à la fois de se dire c'est un garçon dont je suis amoureux, c'est un garçon qui est malade, et qu'est-ce qu'on fait avec ça, et qu'est-ce qu'on fait en amitié avec ça, et qu'est-ce qu'on fait en... Oui, c'est des moments, c'est étrange, c'est assez émouvant, là, brusquement. Et voilà, je suis alors il y a ces moments... troublé, oui. On va aller un peu en accéléré dans le futur. Comment se forge l'alimentaire? L'alimentaire veut dire, bon, maintenant, j'ai étudié, j'ai quelque chose, j'ai une passion, mais la passion, c'est autre. Mais comment vais-je vivre? Comment vais-je gagner ma vie? Vers quoi tu te diriges à ce moment-là? Bizarrement, vers deux choses à la fois, parce que j'ai été pris en études supérieures littéraires, en Hippocagne, en fait. Du coup, je faisais latin, grec, j'étais assez brillant là-dedans, et donc... j'avais forcément ma place dans les études littéraires spécialisées, mais parallèlement je viens d'une famille de médecins, enfin pas mes parents, mais plutôt la génération d'au-dessus. Mes deux grands-pères étaient médecins, et moi je me dirigeais vraiment depuis l'enfance vers ça. Je voulais vraiment être médecin aussi, et au moment du choix, après le bac, je me suis dit, bon je suis pris en Hippocagne, j'ai envie d'aller en médecine, qu'est-ce que je fais? J'avais un bac littéraire, je suis parti en médecine en fait, et du coup j'ai fait des études de médecine avancé, compliqué. Tous mes amis qui ont traversé cette période avec moi le savent, parce que j'étais pas un élève brillant, je pense que j'étais bien en pratique, j'étais pas très bon sur le travail de l'étudiant, parce que ça m'emmerdait un peu, hein, objectivement, de réviser tout ça. Mais le fait est que je suis allé jusqu'en 4e année de médecine, tout en travaillant à l'hôpital en parallèle, et c'était ça l'alimentaire réellement, c'était travailler la nuit, faire des études la journée, et travailler la nuit à l'hôpital. Et là encore, avec tout ce que ça peut trimballer entre 18 et 20 ans, d'être confronté au corps malade, au corps vieux, au corps mourant. Tout ça qui là aussi forge quelque chose, quoi, en fait, hein, mais je suis pas le seul, hein, je veux dire, tous les étudiants en médecine le traversent. Après, moi je pense que j'avais une sensibilité particulière qui faisait que ça m'a servi autrement. Mais voilà, donc l'alimentaire, en tout cas de prime abord, ça a été ça a été la médecine, jusqu'à ce que je décide que ça suffisait, parce que je ne deviendrais pas médecin, et donc là j'ai quitté Nice, où je vivais encore, et je suis parti à Paris, et j'ai travaillé dans la communication. Je suis rentré dans une agence de com', et c'est eux qui ont découvert que j'écrivais plutôt pas mal, parce qu'à la base j'étais rentré juste pour faire du graphisme, parce que je dessinais, j'avais un bon coup de patte et tout ça, et donc on se disait que c'était plutôt sympa d'avoir des idées. J'avais des chouettes idées aussi de slogans et tout ça, mais c'est vraiment là, c'est dans l'agence de com' qu'en fait des gens ont repéré le fait que quand j'écrivais il se passait quelque chose, quoi, en fait. Et ça m'a vraiment consolidé, en fait, parce que j'ai commencé à écrire des textes en communication pour décrire des endroits où j'étais jamais allé, et les clients étaient ravis en disant c'est magnifique comment il décrit le lieu, mais vous l'avez emmené quand? Et l'agence disait non, notre rédacteur est doué. Non. Voilà. Donc c'était assez flatteur. Voilà. Donc ça a été c'est ça c'était les années 90 à peu près, 90. Est-ce qu'il y a déjà des billets ou des mots, des choses qui sont éditées? Ou est-ce que ça viendra plus tard? Je crois que ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard. Donc là, je réfléchis, mais je crois pas. Non, je crois qu'il y a vraiment...
Non, non, non. Pas de pige, pas de... Enfin, ou si, mais ça n'a aucun intérêt, en fait, des trucs édités dans des journaux d'entreprise, j'allais dire, dans des journaux internes et tout ça, mais en tout cas, des choses personnelles, rien. Non, non. Non, pas encore. Non, non, vraiment pas. Non, je commençais, moi, à écrire mon journal, qu'un de mes amis à Paris lisait, et me disait, mais t'écris pas mal et tout ça, tu devrais peut-être réfléchir à... Mais bon. Donc il y a un journal qui était là, qui a démarré quand le journal? Je dirais vraiment ces années parisiennes. D'accord. Donc c'était 90. Ouais. Tu l'as toujours? Non. Il a disparu. Ou il a été offert? Non. Non, parce que non, c'est juste. Il a été détruit alors? Non, c'était plus compliqué que ça. C'est même pas qu'il a été détruit, c'est que c'était. C'est que j'ai écrit très vite sur ordinateur. Ah, d'accord. Et en fait, j'écrivais pendant mes pauses au boulot, j'écrivais, donc du coup c'était des sauvegardes sur disquettes, enfin tu vois, on est d'une époque où on se rappelle des disquettes et tout ça, donc je sauvegardais des trucs sur des disquettes, parfois j'imprimais la page et j'effaçais parce que j'étais pas sur mon ordinateur, donc je gardais la page, je la mettais dans un cahier en me disant on verra, et puis je perdais le truc et tout ça, donc non, c'est vraiment des... Je pense que peut-être qu'en fouillant des choses, je pourrais retrouver des pages et des choses écrites à l'époque, mais il n'y avait rien de suivi. C'était pas un journal suivi, quoi, en tout cas. Donc on regrette parfois de ne pas avoir son gros cahier, qu'on puisse griffonner ou écrire dedans, et de garder ce support ancestral. Peut-être. Moi je regrette pas. Non. Je pense que ce qui a disparu devait disparaître. Disparu, oublié, d'accord. Oui, ça me va. Et je pense pas... Enfin, j'ai toujours un espèce de c'est une chose que je pense qu'on vit aussi avec les disques durs, etc. C'est la surprise de certains moments, c'est-à-dire on clique sur quelque chose et on tombe sur quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et j'ai toujours pareil, moi, des cartons qui sont à droite à gauche, j'ai un peu habité dans plein d'endroits, et ça arrive à un moment donné où on se dit forcément qu'on sait ce qu'il y a dans ce carton-là, on l'ouvre, et il y a quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et je pense qu'il y a des choses qui doivent traîner un peu... dans ma famille, dans les anciens appartements, chez les anciens amants, chez les gens avec qui j'ai vécu. Et j'aime bien cette idée de trace, quoi. J'aime assez l'idée de la recherche, mais qui nous dépasse. Enfin, j'ai pas de besoin, moi, de capitaliser sur il faut que je garde tout, il faut que je range tout pour qu'on trouve son chemin. Je veux bien mourir et que les gens cherchent leur chemin à travers Laurent Héroux une fois que je serai mort, mais c'est pas à moi de leur mâcher le travail, quoi, en fait. Il y a déjà cette notion-là, oui. du futur. Oui. Des graines enfouies qu'on va redécouvrir et qui vont germer. Je crois que quand on commence à travailler dans ce domaine-là et qu'on a envie d'être lu, on a envie d'être lu sur la durée. Et on a envie d'être lu après soi. Enfin, moi j'ai vraiment cette idée. Puis j'aime bien l'idée de ne pas y être pour savoir si ça se réalise ou pas. Mais j'ai un peu cette prétention de me dire que oui, que ça aura lieu. Le premier ouvrage, la première quête d'un éditeur. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit j'arrête de mettre dans les tiroirs et j'ai envie maintenant, ou bien est-ce l'accident, entre guillemets, l'opportunité qui fait que quelqu'un tombe sur un écrit et dit mais tu sais, on va le présenter, ou bien ça m'intéresse. Comment ça s'est passé cette première Oui, c'est émotion. intéressant en plus. C'est marrant parce que je pense que c'est un peu tout ce que tu dis, mais il y a une idée d'accident, c'est que je suis tombé malade. Je vivais donc à Paris encore, et je devais partir à Londres. J'avais décidé d'aller vivre à Londres. Et en fait, je suis retourné à Nice, et j'étais pas bien, je ne comprenais pas, et en fait j'avais une hépatite qui est en train de se développer, et du coup mon départ pour l'Angleterre a été reporté, d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu lieu en fait. Je suis retourné chez mes parents, j'ai revécu chez mes parents pendant 6 mois, et donc pendant 3 mois où j'étais alité, où je pouvais plus bouger, etc. Et pendant ces mois-là, je pense qu'il y avait quelque chose. Il y avait donc en effet cette matière, comme je disais tout à l'heure, il y avait donc cette amie qui me disait c'est plutôt pas mal ce que tu écris et tout ça, et je crois qu'il y a eu un moment dans cette maladie, dans ce que la maladie disait aussi sur l'immobilisme et tout ça, et puis même ce que je me disais de ma vie, parce que je quittais l'agence où je travaillais sur un coup de tête, j'avais quitté un homme avec qui je vivais à Toulouse, donc du coup je travaillais à Paris, j'allais à Toulouse tous les week-ends, c'était infernal, j'étais juste super malheureux tout le temps, enfin c'était horrible et tout ça, donc il y avait toute une sorte de succession d'échecs personnels, professionnels, etc. qui faisait
qu'à un moment donné, avec cette maladie en plus, je me suis dit, il faudrait finir quelque chose à un moment donné. Et donc ce premier texte, qui était vraiment des morceaux de journal et vraiment des choses de la vie quotidienne et de l'amour quotidien et tout ça, et puis cette relation avortée avec cet homme de Toulouse, j'en ai fait quelque chose. Et un jour, j'ai mis un point final en fait, et je me suis dit bon bah voilà, là c'est prêt, et puis je vais essayer de l'envoyer à 3 éditeurs. En l'occurrence, c'était Le Seuil, Gallimard et Grasset, en fait, les 3 fois. Et mon texte, juste pour rire, avait un titre d'une prétention absolue, ça s'appelait Le Paradoxe du Sphinx. J'étais super content parce qu'il y avait des X dans tout. Je trouvais ça très joli. D'abord, ça s'appelait Le Sphinx aveugle, et après, j'avais dit Le Paradoxe du Sphinx, que je trouvais plus qui au bout du compte ne voulait quand même pas dire grand chose. Et à terme, en fait, ce manuscrit très retravaillé deviendrait la première partie de mon premier livre, en fait, sous un autre titre absolument Et chez quel éditeur? Et chez Ballant, puisque mon premier éditeur c'était Ballant à Paris en 2000. Et cette partie-là, en tout cas, parce que c'était une seule partie du premier livre qui s'appelle Laura, le prénom féminin, et la partie qui s'appelait Le Paradoxe ou Le Sphinx, etc. et tout ça, s'appelait Le Gris de la Garonne, puisque je parlais de Toulouse et je faisais des allers-retours dans ce texte-là entre Paris, le quotidien à Paris, racontant et je racontais donc mon enfance, et puis Toulouse où j'allais un week-end sur deux retrouver cet homme avec qui je m'engueulais tous les week-ends parce que c'était pas possible de vivre à 2 endroits différents, et puis que j'étais trop jeune, et que lui avait 10 ans de plus, et que ça marchait pas, quoi. Que l'amour a bon dos, mais c'est pas la chose suffisante pour mener une histoire. Alors je reviens plus terre à terre. D'accord. L'accueil auprès des libraires de cet ouvrage qui existe, ouais. Qui doit être vendu, donc il est là. Quelle promotion y a-t-il? Quelle présence de l'auteur y a-t-il? Alors quelle demande de la part du monde des libraires y a-t-il? C'est étrange parce que c'est un premier livre, donc du coup, quand on est... moi j'habitais à Nice, donc du coup, puisque j'étais retourné chez mes parents, j'avais rencontré quelqu'un d'autre, donc je m'étais installé avec cette autre personne quand le livre est paru. Mon éditeur était à Paris, donc j'avais une attachée de presse, parce que Ballant était une maison suffisamment grosse pour qu'on ait une attachée de presse qui s'occupait de nous. Et donc c'est elle en fait qui gérait en fait le rapport à la presse, le rapport à tout ça, qui envoyait les livres, qui faisait les services de presse et tout. Et du coup le rapport avec les libraires c'était assez compliqué parce que moi j'étais loin donc du coup de l'éditeur, donc je les voyais pas, je voyais pas comment ça se passait réellement. À Nice même où j'habitais, j'allais à la Fnac qui était pour moi un point d'appui. J'allais voir, il y avait 3 librairies à Nice à cette époque qui étaient, donc du coup j'étais allé avec mon livre en disant voilà je viens de sortir un livre, est-ce que... Et donc ils avaient tapé, ils avaient bien vu que c'était chez Ballant, forcément ils l'avaient commandé. Je crois qu'il y en avait un qui était à Cap 3000. Cap 3000 c'est un grand centre commercial qui est juste à côté de l'aéroport de Nice en fait, qui avait une grosse librairie, je pense qu'il y a encore, qui s'appelait le Panorama du Livre, et il l'avait aussi, mais je me souviens par exemple que j'étais allé au Panorama du Livre et le livre était sous la table en fait, il n'était pas mis sur table, mais ils avaient dû en commander 2 ou 3 exemplaires et les 3 exemplaires étaient sous table, et du coup j'étais allé voir la libraire et je lui avais dit bah voilà c'est moi, elle m'a dit ah bah bien sûr on va le ressortir, donc du coup elle avait sorti, elle avait posé sur la table, et la paranoïa aidant, on se dit toujours est-ce que dès que je suis sorti de la librairie elle le remet en dessous de la table en se disant que ça se vendra pas. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais vraiment c'est vrai que c'est ça le début du lien avec les libraires, c'est ça, c'est qu'on a sorti un livre, on a fait quelque chose, on a envie de le voir. Enfin, je crois qu'il y a une partie de mon journal où je chronique la parution et tout ça, et où je dis que je me cache dans la Fnac pour regarder si les gens le... Parce que la Fnac par contre avait fait une pile, ils en avaient une dizaine, et comme le bouquin était de 400 pages, donc c'était quand même un pavé, donc on le voyait. Et j'allais à la Fnac et je regardais si des gens le prenaient en main, quoi, en fait. Et quand les gens le prenaient en main, j'étais super content. Quand ils le reposaient, j'étais déçu, et puis après je me disais non mais on va me prendre pour un malade, et voilà.
Et en même temps, c'est cette année-là que j'ai commencé à la FNAC, donc où, après 6 mois d'attente, parce que c'est compliqué d'avoir un premier livre qui sort et d'avoir... on a envie qu'il y ait des interviews, on a envie que la presse en parle. La presse, on n'a pas parlé tant que ça, en fait. Mais oui, on a envie de plein de choses, et du coup, après 6 mois, j'ai fait un peu une mini-dépression, et sur un coup de tête, je suis allé me présenter à la FNAC en disant voilà, je cherche du boulot, et ça tombait bien. Il y avait 2 nanas qui étaient enceintes et qui partaient en congé maternité, donc j'ai eu la place immédiatement. On m'a dit en plus, vous êtes écrivain, donc bien sûr on vous prend en librairie. Et voilà. Je souris, un homo qui va remplacer 2 nanas, c'est super. C'est drôle. C'est vrai. Mais en fait, c'était 2 nanas enceintes, et moi j'étais un peu un homo avec un bébé dans la FNAC. Donc finalement, il y avait quand même une... Oui, je comprends un petit peu ce que tu dis au niveau, parce que, bon, en tant que libraire, en tant que vendeur, c'est vrai que tu as un coup de cœur, donc tu viens de faire rentrer 10-15 bouquins de ton coup de cœur, et puis tu le proposes évidemment au client, va-t-il le garder Est-ce qu'il ne va pas, dès que tu as le dos tourné, le déposer? Donc je peux concevoir aussi que l'auteur ait le même stress de voir, tiens, mais que va devenir mon livre? Il le prend, il est curieux, il le garde, il le dépose. Voilà, ça, oui. Et sans compter, sans aller trop en avant déjà dans l'activité de libraire et tout ça, le fait qu'une fois qu'on devient libraire, on voit aussi les autres auteurs faire la même chose, venir, etc. On voit aussi ceux qui trouvent leurs livres sous la table et regardent que les autres, que les libraires ne les voient pas, et essayent de remettre leurs livres sur une table en faisant une autre pile à la place d'un autre, et c'est assez touchant comme geste quand on voit ça, parce que moi je mesure vraiment la détresse que c'est, enfin, pour un auteur de ne pas être vu. Déjà de ne pas être vu, de savoir qu'on a travaillé et de ne pas avoir ce travail-là reconnu, ne serait-ce que par l'acte d'achat, parce qu'il y a l'acte d'achat qui a une première reconnaissance, il y a la lecture qui a une deuxième, il y a la presse qui a une troisième, il y a le fait de pouvoir en parler qui a une quatrième. On a parlé tout à l'heure des rencontres, et ça aussi, une rencontre, et puis 2 personnes dans le public, c'est aussi dramatiquement douloureux. Et 300 personnes face à soi, c'est beaucoup plus agréable, mais je pense que ça peut être aussi une douleur autre, parce que c'est pas 3000, et puis quand c'est 3000, mais bon, oui, après c'est... Un moment frustrant pour le libraire aussi, ou bien peut-être même, enfin c'est quand la dame rentre, le monsieur, avez-vous... oui, le voilà. Ah mais merci, je voulais ça. C'est mon beau-frère qui l'a écrit. Ouais, non, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Ça je suis d'accord. Mais au-delà de ça, enfin, je pense à tous les gens qui viennent dire je viens acheter ce livre parce que c'est le mari du cousin de ma voisine, ou de la voisine de ma concierge, en fait. Et d'un coup, enfin, c'est étonnant à quel point les gens ont besoin de se situer par rapport à, en fait, comme si ça leur donnait une légitimité, ou ça donnait une légitimité au livre, ou on sait jamais trop en fait ce que les gens cherchent quand. Mais je crois que si, peut-être que l'être humain, qu'il soit écrivain ou qu'il soit quoi que ce soit, cherche la reconnaissance. Donc peut-être qu'on est tous, on cherche tous la même chose. En tant qu'écrivain, on a l'impression que c'est légitime parce qu'on a produit quelque chose, et donc on se dit que cette reconnaissance-là doit passer par ça. Mais je me dis que n'importe qui a droit à cette reconnaissance. Je fais une parenthèse. Je me dis toujours en fait que à plein de moments dans ma vie, et même dans mon écriture, puisque je parle de cette reconnaissance-là, je parle de cette demande, je parle aussi du fait que je me suis toujours dit que pour moi c'était important que mes amis ou que les gens autour de moi s'intéressent à ça, à mon activité. Et il y a eu plein de moments dans ma vie où je me suis dit, mais est-ce que je sais vraiment ce qu'ils font, mes potes, comme travail? Et est-ce que je m'intéresse à eux vraiment, en fait? Mais c'est pas une parenthèse, c'est justement ce que j'allais aborder avec toi. Non, ça tombe bien, c'est extraordinaire. Parce que justement, bon, c'est l'intérêt qu'on peut avoir sur les autres, mais l'intérêt qu'on a sur son propre ouvrage. Et c'est le fait alors de se spécialiser dans un genre littéraire. Oui. Est-ce qu'il va plaire? Est-ce qu'il ne va pas plaire? Est-ce qu'il va susciter la curiosité? Est-ce que moi je suis curieux vis-à-vis des autres? Bien sûr. C'est ça. Donc, oui. Alors, à la base, moi j'étais... Ce que je disais, c'est d'être curieux même par rapport à l'activité des autres, même pas sur les autres écrivains, mais déjà ça, oui. Et tu les connaissais, tes amis, ou bien tu t'es rendu compte, tiens, tout compte fait, je les connais pas plus que ça? Ça pose question, hein? Ça dépend. Non, je me suis dit, je me suis rendu compte
que je pouvais être injuste. Parce que les amis, oui, plutôt les amis, je sais ce que mes amis font, et en fait, peut-être pas de façon profonde, c'est-à-dire que après ça dépend qui, ça dépend quoi, ça dépend quelle profession, ça dépend aussi quelle subdivision de telle profession avec une spécificité tellement professionnelle que je comprends pas ou que je m'intéresse pas assez pour comprendre, ou que même la personne ne le met pas en avant suffisamment, à la différence de moi. Voilà, je sors un livre, plutôt je dis je sors un livre, quoi. Voilà. Mais non, je pense que j'ai peut-être été plus injuste auprès parfois de connaissances ou de membres de ma famille, ou en me disant mais c'est fou, ça les intéresse pas du tout ce que je fais. Et puis je me suis dit non, mais en même temps je me fous de ce qu'en font mes cousins. Alors, je me suis jamais intéressé vraiment à mes cousins. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéresseraient à mes livres de la même façon? Donc, alors peut-être il y a un truc un peu prétentieux du coup qui se met en place, et on se dit parce que écrire un livre c'est plus exceptionnel qu'avoir un travail quotidien. Bah en fait non, c'est un travail comme un autre, quoi. En fait on fait un travail, c'est peut-être exceptionnel dans le... Ça peut pas être exceptionnel pour soi, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on sait faire, donc après voilà, c'est un travail, c'est ce qu'on sait faire. Donc ça veut dire qu'on a abordé le sujet ou la notion de curiosité. L'autre va-t-il être curieux? Est-ce que dans l'écriture, on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais maintenant faire pour accrocher? Est-ce qu'il y a cette notion-là? Moi ça marche jamais comme ça en fait. Non, ça marche jamais comme ça. Parce que si on reste toujours derrière le rideau... Bien sûr. Qu'est-ce que je vais faire dans mon écrit pour ouvrir ce rideau pour que le regard de l'autre puisse m'atteindre? Ben, c'est drôle parce que moi j'ai toujours eu l'impression... Est-ce que j'ai toujours eu l'impression? Est-ce que c'est vrai? Je vais retourner ta question. La question qu'on pose souvent à un écrivain, c'est, en tout cas un écrivain qui, comme moi, qui est plutôt dans l'autofiction, c'est-à-dire qui raconte sa vie, etc., c'est que la question du public ou la question des gens qu'on rencontre, c'est « Ah, parce que ta vie, elle est tellement intéressante ». Et donc, du coup, c'est très... La violence de cette question, parce que vraiment, elle est violente, style t'as pas le droit d'écrire parce que tu racontes ta vie et que forcément ta vie est pas plus intéressante que la mienne. Moi, à l'opposé, j'ai toujours dit, et il y a une interview que j'avais donnée dans laquelle j'avais exprimé, j'estime que la vie de chacun est matière à roman, en fait. Il suffit juste de savoir prendre, de savoir la prendre, de savoir la façonner, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, je pense qu'il faut avoir un talent pour faire remonter la chose, ou pour pouvoir la tricoter avec quelque chose. Enfin, et après, chaque écrivain fera une chose différente avec la vie. Mais je pense que la vie, de toute façon, et le quotidien est porteur de 1000 anecdotes, de 1000 choses, d'une matière infinie. Enfin, et d'ailleurs, c'est même pour ça qu'il y a autant de livres, autant d'écrivains, et quel que soit le degré de talent. Donc, je me perds un peu en fait dans ta question et dans mon... C'est la curiosité. Mais c'est vrai que c'est cette curiosité. Et non, tout ça pour revenir sur le fait que quand les gens m'agressent, parce que je pense que c'est une agression, sur est-ce que ta vie est si intéressante que tu as besoin de raconter ta vie dans tes livres, moi je me suis toujours dit, et j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec Pascal Fontenot, que tu connais en fait, autour de cette notion d'écriture, et elle me disait que je faisais partie des auteurs qui n'allaient pas vers le public, justement, en fait, qui ne cherchaient pas à l'accrocher, et que c'était du coup un peu je dirais, ma balle tirée dans mon propre pied, en fait, qui était que j'écrivais comme j'écris, et que j'estimais en fait que c'était au lecteur de faire un pas vers moi, en fait. Et Pascal disait, parlant de son écriture, elle disait l'inverse, elle disait, moi j'ai tendance à essayer de tendre la main au lecteur, en fait, dans un livre. Ça n'empêche pas que la chose dite chez moi, comme chez elle, est une chose importante, mais il y avait chez elle une volonté de tendre la main, un peu ce que tu dis pour accrocher le public, alors que chez moi, il n'y a pas cette volonté. Enfin, moi, je pense pas que je commence un livre ou que je commence un texte en me disant « Ah, ça va marcher ». Je me dis juste, voilà ce que je fais. Quand c'est fini, je me dis, bah c'est fini, je suis content. Quand l'éditeur me dit on publie, je suis heureux. Quand le livre sort, je suis content. Quand il y a 5 ventes, je suis désespéré. Et je continue. Et je continue et je vais sur le suivant parce que mon chemin est comme ça. J'ai une image, je suis en train de sourire parce que je pense à une image. Je pense que je vais mettre la main dessus. Où est-il?
Voilà. Regarde la curiosité. Laurent Godet. Tu vois cette image, cette petite vieille qui entrouvre le rideau. Mm-hmm. Donc c'est l'auteur qui est peut-être là, qui va, comme on le disait tantôt, ouvrir le rideau pour se montrer, ou bien pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Ou est-ce le public? Tu vois, bien sûr, voilà. C'est écarter légèrement et montrer le bout du nez, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Mais il faut le faire. On ne peut pas toujours laisser les tentures ou le rideau fermé. Non, on peut pas. Et moi, je pense que les lectures, justement à haute voix, les lectures publiques, les mises en scène et tout ça, sont ces moments où, comme tu dis, on ouvre le rideau. Mais je pense pas qu'on doive... Je pense pas qu'on ait un geste... Enfin, moi, je pense pas qu'on écrive pour les gens. Je pense qu'on écrit parce qu'on écrit. Je crois que les gens sont là, ou pas. De toute façon, le livre existe. Donc le lecteur existe et le livre existe. Donc, de toute façon, la lecture existe. Donc, le potentiellement lisible est là. Donc, les gens peuvent prendre le livre, le lire et avoir un avis dessus. Après, la rencontre ne se fait pas pour 1000 raisons. Parce que ton éditeur n'est pas dans toutes les librairies, parce que la distribution est mal faite, parce que la diffusion est mal faite, parce que la couverture est moche, ne serait-ce que sur un truc absolument marketing, voilà, ça peut aussi passer par ça, parce qu'il y a 0 article dans la presse, donc tout le monde sait qu'une fois qu'il y a un article dans la presse, ça déclenche des envies. Je crois qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles un livre a du succès ou un livre n'en a pas. Et de la même façon, il y a 1000 raisons pour lesquelles un auteur a du succès ou pas. Et moi, j'ai toujours pensé que ça arriverait à un moment. J'ai un peu 15 livres. Là, derrière moi, c'est le 15e là, qui est sorti. C'est pas produit. Pas encore, en tout cas pas de façon... Il y a, Dieu merci, des gens qui se sont intéressés à mon travail, des gens qui m'ont lu, des gens qui ont travaillé sur mon travail, etc. Donc il y a quand même un mouvement, mais je ne suis pas dans le grand public, je ne suis pas connu, on ne m'arrête pas dans la rue. Je n'en rêve pas du tout non plus qu'on m'arrête dans la rue, mais voilà, j'ai pas passé ce cap-là. J'ai une espèce de foi un peu naïve qui me dit que ça va arriver. Et puis que c'est pas un frein, en tout cas. Le fait que ça n'arrive pas n'est pas un truc qui fait que je ne vais pas que je ne vais pas écrire, que je ne vais plus écrire. Je n'écris pas pour je n'écris pas pour vendre des livres. J'écris par contre pour les lire en public. Ça, j'adore ça en fait. Vraiment, c'est un plaisir incroyable. Et j'écris évidemment pour... Je souris parce que c'est les paroles d'un ami que nous avons aussi, qui parle comme ça. C'est bon qu'il a une épouse qui dépoussière le bureau, qui voit une rame de papier, qui se dit tiens, hop, et je l'envoie. Mais il y a des gens beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains, beaucoup de penseurs sont comme ça. Voilà, c'est pas de l'alimentaire, ça. Ah non. En tout cas, ça alimente pas la même chose. Ça alimente, ça alimente sa vie, ça alimente plein de choses. Mais je suis d'accord, c'est pas d'alimentaire. Mais en même temps, c'est quand même... Tout à l'heure, quand je disais c'est un travail, c'est vraiment cette notion. Il y avait justement cette... Non, il y a vraiment il y a vraiment une notion de travail. Il y a eu il y avait une revue qui s'appelle Écriture, qui était belge, qui était faite par je crois que c'était Liège, c'était l'université de Liège en fait qui publiait ça. C'était un collectif, il y a pas mal de gens. J'ai participé à deux numéros à l'époque, en 2001, 2002 ou 2002, 2003, je sais plus. Et je me rappelle qu'il y avait un numéro spécial sur le travail, et justement sur la notion de travail par rapport aux écrivains. Et dedans, je crois qu'il y avait Dustan, Dariussec, Angot, etc., à qui on avait posé cette question, de savoir quels sont les écrivains qui considéraient qu'ils avaient le droit d'employer le mot travail et ceux qui ne l'employaient pas. Et je crois que c'est assez personnel, il y en a pour certains et tout ça. Moi, j'estime quand même que c'est un travail dans la mesure où c'est par ça que je me définis. C'est-à-dire que pendant des années, et c'est la FNAC aussi qui a changé ça. Quand je suis rentré à la FNAC, je disais je suis libraire et j'écris à côté. Et au milieu de ces années, il y a eu un livre qui est sorti qui s'appelle Je suis un écrivain, qui était mon troisième texte publié. Et à partir de Je suis un écrivain, qui correspond aussi au moment où j'ai commencé à lire mes textes à voix haute et à prendre en main quelque chose ou prendre en voix quelque chose, j'ai commencé à changer. Je disais aux gens non, je suis écrivain, mais pour manger, je suis libraire.
Et c'est devenu, donc du coup moi je pense que mon travail c'est d'être écrivain, et je pense que ma raison d'être au monde c'est d'être écrivain. Donc c'est pas que mon travail, c'est juste que c'est ça que je sais faire, c'est pour ça que je suis là, quoi. C'est pour dire des choses de cette façon-là. Et voilà. Oui, d'accord. Oui. Ouais, pardon. Que lit un personnage comme toi? Que dit un personnage Que, comme non, moi? que Que lit. lit. Ah, que lit. Oh là. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses. Qui vont influencer ton écriture, ou tu n'as pas rien fait à la part des choses? Ça dépend, ça dépend. Disons qu'il y a eu une période peut-être où je me cherchais, enfin, je me suis jamais cherché dans l'écriture des autres, mais une période où, me cherchant dans mon journal, je me rendais compte, je pense que j'ai déjà pris ces exemples-là, mais c'est deux exemples que j'ai de façon très très forte, c'est que je lisais le journal de Virginia Woolf à une certaine époque, et donc Virginia Woolf est quand même très littéraire, avec vraiment beaucoup de vocabulaire, etc. Et mon journal était, à ce moment-là, j'avais vu que mes phrases se tournaient, se mettaient à changer de forme, et en parallèle je suis un fan absolu de Christine Angot. Ça fait la troisième fois que tu la cites. Je sais, mais c'est plus fort que moi, c'est un peu, voilà. On me l'a reproché, elle me le reprocherait peut-être, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que j'ai une écriture, moi, qui se rapproche de ça, de phrases courtes, quelque chose d'assez, avec du rythme, quelque chose de et je pense qu'il y a pu avoir des influences à un certain moment, même si spontanément c'est vers ça que j'allais. Et plutôt les auteurs que j'affectionne sont des auteurs qui ont un sens du rythme. C'est-à-dire, j'aime beaucoup la répétition dans les textes, j'aime beaucoup. Voilà. Après, savoir si aujourd'hui, quand je lis, ça m'influence, je suis pas complètement sûr en fait. Mais je suis pas. Quand je dis je suis pas complètement sûr, je te laisse une anecdote aussi là aussi. Il y a un truc qui m'a toujours très énervé. Souvent, tu sais, par exemple dans Les Inrecuptibles, je me rappelle, il y a cette petite question à la fin où on interroge un artiste et on lui demande quel est votre livre de chevet, quel est votre film préféré, et souvent j'ai vu. Alors je relis Guerre épée tous les 3 soirs où j'ai. J'ai toujours beaucoup de mal avec cette espèce j'allais dire de prétention autour de forcément il faut que ce qu'on lise soit des grands livres ou que la référence qu'on donne soit forcément des grands noms ou des gens morts en général, ce qui est assez pénible en fait. Moi je lis vraiment beaucoup de choses, je lis beaucoup de contemporains parce que je crois que c'est super important de lire les gens qui sont en train de faire le travail en fait, parce que c'est là que ça se passe, quoi. La langue elle vit, la langue elle est écrite, elle évolue avec et je trouve merveilleux, en tout cas je suis entouré d'auteurs incroyables. Tu en as rencontré un samedi, Yannick Kujava, qui est quelqu'un de brillant, Christophe Grossi, qui est un de mes amis, qui est un garçon avec une plume magnifique, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Corderie à l'Atelier Contemporain et qui va venir lire à Bruxelles justement en mai, et qui est quelqu'un d'extraordinaire aussi. Et dans l'écriture, au-delà de l'humanité, enfin, c'est des gens qui sont extraordinairement amis et humains, mais c'est des écrivains merveilleux, et je trouve que c'est important d'être dans la proximité, en fait, dans la proximité des textes, dans les textes qui sont en train d'être écrits, dans tout ça. Voilà, je crois que c'est important, et ça n'empêche que moi aussi j'ai plein de références, et que j'adore avoir auprès de moi Mrs. Dalloway sur ma table de nuit, même si j'ai toujours lu par morceaux et jamais en intégrale, parce qu'il y a des livres qui sont à la fois effrayants et magnifiques. S'il y a un livre que j'adore aussi, c'est le Rebecca de Daphné du Maurier, qui est aussi un très beau livre. C'est une histoire qui me touche beaucoup, et c'est une écriture qui me touche beaucoup. J'aime beaucoup je lis en anglais aussi. J'aime beaucoup les écritures anglo-saxonnes en général. J'ai aussi une sensibilité vers cette langue-là qui fait que j'ai beaucoup de livres en langue anglaise en fait auprès de moi. Et voilà. Mais qu'est-ce que lit Laurent Héroux? Laurent Héroux lit de tout, quoi. Là, en arrivant à Bruxelles l'année dernière, j'ai ramené des Agatha Christie que j'avais pas lu depuis longtemps, et du coup je me suis replongé là-dedans. En parallèle,
qu'est-ce que je lis là, on en parlait tout à l'heure du Éric Vuillard, en fait, qui personnellement, moi, ne me plaît pas, mais oui, ça va du prix Goncourt à de la poésie. J'ai découvert Laurence Vielle il n'y a pas très longtemps. Et je trouve que c'est une écriture aussi extraordinaire, quoi. Et en plus, un personnage extraordinaire avec une façon de lire extraordinaire et une façon d'interpréter et d'incarner les textes d'une façon rare. Je lis beaucoup de choses. Je lis beaucoup de choses. Et puis là, j'appartiens depuis, parce que je peux le dire en fait, depuis lundi, à un club de lecture secret. Et voilà, et j'aime bien donc le fait de dire que j'appartiens à un club de lecture secret. Et en fait, donc il va y avoir des nouvelles propositions de lecture, puisqu'on s'est donné un peu une lecture par mois, un peu imposée, en se proposant des choses. Et donc j'aime assez l'idée d'être... Des choses éditées ou des tapuscrits ou... Non, des choses éditées. Oui, à la fois des envies de lecture ou des choses que les autres, ou même soi, ont déjà lues et ont envie de partager. Et puis de partager ce dialogue-là, quoi. Enfin, moi, je trouve ça super de pouvoir parler de passer une soirée. Un club de lecture, ça fait vieille dame, moi j'adore ça. C'est ce qu'on fait nous régulièrement. C'est vrai, oui. Je trouve que c'est bien. Mais je pense qu'à Bruxelles, il y a quelque chose qui n'existe plus en France. Autour de ça, en fait. Je crois qu'il y a un contact qui existe encore entre les gens, qui, en tout cas à Paris, n'existe plus. Et peut-être que dans les patelins, ça existe encore, mais tant mieux, en fait. Je trouve que c'est bien que la lecture soit un lien entre les gens. Je parle beaucoup, je trouve. C'est une vie qui défile, évidemment, donc oui. On va zapper mille et une choses. Oui, la rencontre avec Nicolas. De Éléments de langage. Comment l'as-tu croisé? C'est assez amusant en fait. Il se trouve que je sous-louais un appartement dans la rue Rodenbach, qui est juste à l'angle de là où Éléments de langage est situé. Et j'ai emménagé en fait dans cet appartement en janvier l'année dernière, le 1er janvier exactement. Et en marchant, en allant faire mes courses, je suis passé devant Éléments de langage qui était fermé puisque Nicolas était en vacances. Et je crois que Éléments de langage rouvrait le 10 ou le 12 janvier ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai été donc attiré par le nom, par le atelier de littérature contemporaine, je crois, d'écriture contemporaine. Et donc du coup je me dis c'est quand même fou d'habiter juste à côté et tout ça. Donc je suis allé regarder un peu ce qu'il faisait, j'ai trouvé ça plutôt chouette, le site et tout. Et donc j'ai pris son mail, j'ai envoyé un mail en disant voilà, je suis un auteur français, j'habite là. Ce serait sympa si vous avez du temps qu'on se rencontre et puis qu'on parle. Moi j'aime bien faire des lectures et tout ça, voilà. Ça a été comme ça. Et donc Nicolas m'a répondu en revenant de vacances en me disant passez un mardi, puisque c'est le mardi après-midi qu'il tient permanence de façon ouverte vers le public. Et voilà. Et en fait je crois que ça a été un coup de cœur j'allais dire réciproque, parce que en 5 minutes, on se parlait comme si on était des amis. Je lui avais apporté un livre que je lui ai offert, il m'a offert un des siens. On s'est lu rapidement, vraiment, et on a eu beaucoup de plaisir à parler à la fois de littérature, à la fois de la vie à Bruxelles, puisqu'il est français lui aussi, hein, ça fait longtemps qu'il vit ici, et puis de plein de choses. On s'est retrouvé plein de points communs, et puis aussi cette envie de faire des choses très rapidement. On s'est dit on va faire des choses ensemble. Et il se trouve que, en effet, on fait des choses. Outre la publication avec lui, qui vient d'être finalisée, du dernier, c'est chez Nicolas en fait que j'ai repris. J'organisais un cycle de lecture dans le Cher où j'habitais avant, et en fait je faisais venir des écrivains et puis on lisait. C'est une série qui s'appelle Klaxon. On avait appelé ça Klaxon. J'expliquerai peut-être plus tard ou pas. Enfin, c'est bien que les gens cherchent aussi. Et donc le premier klaxon de printemps s'est fait, parce qu'il y a un klaxon de printemps et un klaxon d'automne, et donc celui de printemps s'est fait chez Nicolas, donc à Éléments de langage. Et tout de suite il a été emballé en disant d'accord, faisons on va parler du petit dernier. Parlons du petit dernier. Parlons du petit dernier, je vais attraper qui est ici. J'aurais pu le prendre pour toi. Voilà. Le petit dernier. D'accord. Je le prends ? Ah oui, je le prends, d'accord. Bonjour, petit dernier. Qui a un très joli poinçon. Je pense qu'on ne peut pas le voir à la caméra, mais
Mais Willy poinçonne les livres avec un poisson W, un poinçon W, et c'est absolument magnifique. Nicolas, on devrait faire des poinçons comme ça tout le temps. Alors, le petit dernier, c'est un écrit qui date de quand? Alors c'est un écrit c'est compliqué à dater, un livre comme ça, puisque c'est du journal, donc c'est un texte qui a été écrit au fur et à mesure des années que je passais à la FNAC, puisque c'est un livre autour de la FNAC. Donc je dirais que la matière date de 2000 à 2008, que la prise en main du texte pour en faire ça, elle est à la fois concomitante à ces années-là, puisque à certains moments j'en parle dans le texte, où je dis... j'ai décidé de prendre dans mon journal toutes les phrases qui ont le mot FNAC. Et donc, je pense que j'avais conscience, alors que je travaillais à la FNAC et que j'écrivais mon journal, qu'il y avait quelque chose à faire. Et l'idée, en tout cas, de sortir de mon journal toutes les phrases qui avaient le mot FNAC, date de cette époque-là, donc, je sais pas, 2003, 2002, 2003, ou quelque chose comme ça. Après, la réalisation, vraiment, c'était post-FNAC. Il a fallu que je sorte de ce système pour le faire, vraiment. Et c'était 2009, je pense, 2009-2010. Je pense que c'est quand j'ai quitté Nice et que je suis revenu m'installer à Paris. Je m'en rappelle particulièrement parce que j'avais vraiment envoyé le manuscrit original à pas mal d'éditeurs. Et j'ai eu beaucoup de retours, hein, parce que POL qui avait trouvé ça fort, mais qui en même temps trouvait ça lassant. Il disait c'est à la fois trop long et trop court. C'était assez étonnant en fait ce que disait POL. C'est celui qui... De toute façon, j'ai eu des échanges avec POL vraiment qui étaient à chaque fois très intéressants sur ce qu'il disait de mes textes. Et je comprenais ses refus, et donc c'était des refus que je pouvais entendre en tout cas, parce qu'il y avait de la matière derrière en tout cas. Mais je me rappelle particulièrement du Dilettante, que je déteste hein, personnellement, mais du coup d'autant plus, parce que je leur avais envoyé le petit mot, et quand je suis allé donc j'ai reçu un refus pas du tout argumenté, et je suis allé le récupérer, donc, puisque j'habitais à Paris à ce moment-là, et quand je suis rentré, je suis tombé sur l'éditeur, à qui j'ai dit je viens chercher un manuscrit, et quand il me l'a rendu, il m'a dit ah c'est vous, ah qu'est-ce qu'elle était bien votre blague, et donc j'ai été très vexé, mais vraiment très vexé, et vraiment il a ri en face de moi pendant longtemps, et je me suis pas défendu parce que je pense que c'était pas l'endroit et tout, et je pense que je lui en ai voulu et je lui en voudrais tout le temps. Et je suis ravi que ça existe, et je serais encore plus ravi que ce soit lu. Et je serais ravi que ce monsieur du dilettante tombe dessus et se dise que c'était pas une blague. En fait. Mais c'est un jeu d'écriture, c'est un jeu de césure de texte extraordinaire. C'est une véritable mitraillette Fnac. C'est un rythme voulu évidemment, oui. Mais l'idée est venue comment de cette musicalité? Alors l'idée elle est venue du fait que sortir toutes les phrases du journal qui avait FNAC et les mettre bout à bout, c'était parce que j'ai une écriture qui est très juxtaposée, je mets beaucoup de virgules dans mes textes et tout ça. Je me suis rendu compte en fait que la première mouture de ce texte-là était pas crédible, parce que du fait de la longueur de mes phrases, les FNAC étaient perdus dans de l'anecdote, dans de la juxtaposition, dans du contexte, dans beaucoup de choses, et donc du coup ça marchait pas. Donc j'ai commencé en fait à réduire les phrases, à les réduire à leur... d'abord à enlever les parenthèses, à enlever les apartés, à enlever ce qui ne concernait pas la phrase en elle-même, et même à réduire la phrase. Et en fait, je me rendais compte à chaque fois que je renier un morceau de cette phrase-là, qu'en rapprochant les FNAC, il y avait quelque chose de l'ordre de cette... Ce qui est drôle, c'est qu'au début, le texte s'appelait FNAC Obsession, parce qu'en fait le but c'était que j'étais obsédé par ce boulot, en le faisant pendant 10 ans, bah forcément on pense qu'à ça toute la journée. Mais je me suis rendu compte que de l'obsession, ça passait à ce que tu dis, en fait, hein, cette idée du rythme, cette idée d'à la fois quelque chose qui est comme une mitraillette, en effet, comme quelque chose donc à la fois qu'on reçoit de façon très violente, qui peut être très amusante pour le coup, et donc du coup, faisons une parenthèse, parce que le dilettante a bien fait de rire, parce qu'on peut rire aussi de ces répétitions-là, et en même temps de l'ordre de la poésie. En fait, là j'ai été invité à lire samedi soir pour une soirée
poésie, et spontanément, quand j'ai compris que c'était une soirée poésie, je me dis ah bah mince, j'ai pas ma place, et puis après je me suis dit on s'en fout, enfin le tout c'est de faire une lecture, et en fait ça fonctionne, parce que ça peut être entendu... Parce qu'il y avait un rythme. Parce qu'il y a un rythme. Il n'y a pas toujours dans certaines littératures, c'est vrai. Et donc du coup ce rythme-là, enfin voilà, donc pour répondre à ta question, c'est ça, ça a été vraiment un travail, en tout cas de plus en plus, de réduire les phrases à leur, j'allais dire à leur simple expression. Alors c'est pas, voilà, c'est pas sujet, verbe, complément, oui. Mais c'est sujet, verbe, complément, parfois virgule et épithète, parfois un complément d'explication sur la phrase, mais vraiment, enfin le but c'était que les phrases soient courtes. Et c'est ça qui donne en effet ces répétitions. Il était en l'état lorsque tu l'as proposé à Nicolas? Il était quasiment en l'état. Je crois que j'ai changé, j'ai supprimé des noms de famille. D'accord. Tu vois, c'est ce tac au tac, c'est ce Fnac à Fnac qui a vraiment amusé l'éditeur aussi. Vraiment. Puis qui rentrait bien. Voilà. Sa collection, c'est objets littéraires non identifiés. Il disait, ça rentre, à la fois c'est du journal, mais en même temps c'est autre chose. À la fois c'est de la poésie, mais en même temps c'est autre chose. À la fois c'est de la prose, mais en même temps c'est autre chose. Donc du coup on était bien dans cette espèce de... Nicolas il dit souvent, hein, je pense que je le trahis pas en disant ça, il dit que quand je lui ai envoyé ce texte, auquel j'ai pensé forcément par rapport à ces objets littéraires non identifiés, il l'a lu en disant, ce texte il est pour éléments de langage. Puis rien que le nom de l'éditeur, éléments de langage, avec ce texte-là, il y avait vraiment une merde, comment on dit? Ça, je coupe pas. Non, non, c'est pas grave. Non, j'ai coordance, mais c'est pas le mot, une concordance. Merci. Oui. Voilà, ça commence. Enfin, voilà, j'ai 50 ans. Soyons très terre à terre. Soyons. Le logo, le graphisme n'a pas été... Il n'y a pas eu opposition de la part de la FNAC? Non, j'ai posé la question. J'avais un contact dans la FNAC encore à qui j'ai envoyé... que j'ai prévenu en tout cas, en disant voilà, je veux faire ça, qu'en penses-tu? Mais de façon... et lui m'a dit je ne vois pas trop pourquoi la FNAC se sentirait en danger par rapport à ça. Donc non, il n'y a pas eu en tout cas. J'ai pas eu de retour de leur part. Moi j'ai envoyé le livre à la FNAC depuis, en tout cas au siège à Paris. J'en ai parlé aussi à la FNAC à Bruxelles, mais pour l'instant j'ai pas de retour. Au siège je sais que le livre existe et qu'il a été lu et qu'il a tourné. Je l'ai envoyé à Denis Oliven aussi, qui était à l'époque PDG de la FNAC et qui est aujourd'hui le patron de Lagardère en France, et qui m'a remercié, donc il a reçu, etc. Donc je sais que, en tout cas, s'il devait se passer quelque chose de cet ordre-là, en tout cas d'une défense de la FNAC ou d'une reprise, etc., je ne sais pas à partir de quoi il pourrait vraiment nous attaquer. C'est un détournement du logo, mais c'est pas exactement la couleur, c'est pas exactement la forme, c'est pas la typo FNAC, parce que c'est une typo qui ressemble. Il y a comme... l'idée c'est ça. Donc, de toute façon l'idée c'était d'attirer l'attention par rapport à ça, et même d'attirer l'attention de la FNAC par rapport à ça, parce que l'idéal, et là on en est vraiment à 2 semaines de parution du livre, mais j'adorerais faire des lectures à la FNAC. Enfin, ce serait, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je serais très malheureux si ce livre n'avait pas d'écho dans les FNAC en fait. Mais c'est un risque, c'est possible. Et puis c'est l'occasion de passer une fois à la FNAC Toison d'Or. Bah oui, mais je comptais passer les voir tout à l'heure pour autre chose, mais je me dis que c'était l'occasion aussi de leur en parler. Mais oui, Toison d'Or ou Neuve en fait. Ou une Neuve. Mais on est plus Toison d'Or ici. Oui, bah vous êtes plus près. Mais je pense, Laurent, on a passé un très bon moment ensemble. Bah, écoute, il y a encore, je veux dire, 3 heures à oui, mais forcément, oui. Mais je te remercie beaucoup d'être venu. Ben, moi, je suis super touché par ton invitation et puis par l'émotion, parce que je savais pas vers quoi on irait, et j'ai été surpris moi-même. Je repense vraiment aux années d'adolescence, et vraiment c'était un moment rare. Oui, mais je trouve que c'est là qu'on peut découvrir les gens, c'est en allant rechercher, réouvrir, écarter le temps. Voilà, comme chez Laurent Godet. Merci beaucoup. Merci à toi.